tout de suite, je vais vous présenter nos panélistes. J'aimerais vous les introduire et après, je leur donnerai la parole pour qu'ils nous partagent leurs pistes de solutions pour donc ce système alimentaire équitable, durable et sain. Merci vraiment beaucoup à tous les quatre d'être parmi nous. Alors, je vais vous les présenter tous les quatre d'abord et puis après, je leur laisserai la parole à chacun. Donc, tout d'abord, avec nous, nous avons Vincent Galarneau. Il est conseiller, conférencier et coordonnateur en système alimentaire de proximité chez Vivre en Ville. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'environnement et d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval. Il a coordonné pendant plusieurs années la réalisation de jardins collectifs. Il a accompagné des entreprises agroalimentaires dans leur mise en marché ainsi que des municipalités et participé à plusieurs projets de recherche-action. Vincent Galarneau s'intéresse particulièrement à la mise en place de systèmes alimentaires de proximité dans les villes et les régions de Québec. Vincent est l'auteur de Ville nourricière, mettre l'alimentation au cœur des collectivités. Il est membre de plusieurs comités sur la scène alimentation, l'agriculture de proximité et le développement régional. Il est également copropriétaire des Jardins de la Résilience. Bonjour Vincent et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je continue avec notre second invité que je vais vous présenter tout de suite, Louis Durand, qui est coordonnateur à la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches depuis 2017, ayant complété des études en géographie et un certificat en enseignement collégial de l'Université Laval. Il a également occupé les postes d'agent de développement pour Québec en forme et de coordonnateur pour Lobinière en forme. Louis Durand est membre actif de différents groupes de travail, dont la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, et il a également travaillé au projet des aliments à l'école, un projet pilote qui vise à fournir les écoles secondaires en aliments locaux. Il est aussi membre du comité régional en sécurité alimentaire. Bonjour Louis, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente tout de suite, avant de leur donner de la parole et d'ouvrir le tour de table, notre troisième invité, Christophe Perny. Il est chef exécutif et directeur de la restauration au monastère des Augustines, où il met en valeur les aliments locaux et leur caractère saisonnier. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, il a également remporté le titre de chef santé en 2018 par la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec. Avec la collaboration de Kavila Dubé, il a cofondé la coopérative de solidarité Le Pré, une coop de producteurs et de restaurateurs éco-responsables qui vise la mise en valeur des aliments locaux par le biais de circuits courts. Et notre dernière invitée, représentante de la ville de Lévis, Amélie Landry, elle est conseillère municipale à la ville de Lévis dans le district de Bienville depuis 2017. Elle est aussi présidente du comité consultatif sur la sécurité publique et de la circulation, toujours à la ville de Lévis, et présidente de la commission consultative du développement social et communautaire à la ville de Lévis. Elle participe à l'Office municipal d'habitation de Lévis. Elle est aussi Amélie Landry, donc, qui est directrice du réseau des centres de ressources périnatales du Québec depuis 2018. Elle était précédemment directrice de l'organisme Ressources Naissance à Lévis pendant 5 ans. Issue du domaine social et de l'administration, elle est très impliquée dans les domaines de la famille et de la petite enfance et elle a aussi effectué 2 mandats au conseil d'administration de la Tresca. Merci d'être avec nous, Amélie. Alors, tout de suite, on va débuter cette table ronde par une présentation de Vincent Galarneau de Vivre en Ville. Donc, on va, avant de lui laisser la parole, on va vous diffuser une courte vidéo de Vivre en Ville qui nous met la table sur les systèmes alimentaires durables. Merci beaucoup de lancer la vidéo. Qu'est-ce qu'un système alimentaire durable? Les plus importantes recherches sur les changements climatiques, l'agriculture et la santé en arrivent à la même conclusion. Le système alimentaire mondial est malade.
Les enjeux qui touchent la sécurité alimentaire de nos populations sont nombreux et interreliés. À l'échelle de la planète, les maladies chroniques liées à l'alimentation sont un fléau de santé publique. 2 milliards d'humains souffrent de carences alimentaires et tout autant sont en surpoids ou obèses. La production agricole subit sécheresse et inondations dues au changement climatique. À cause des événements climatiques extrêmes, le prix des aliments pourrait augmenter de 80% d'ici 2050. Les monocultures et les pesticides perturbent l'équilibre des écosystèmes. 75% de la biodiversité des plantes cultivées a été perdue au cours du siècle dernier. Au Canada, plus de la moitié des aliments produits ou importés sont gaspillés. Les pertes économiques qui découlent du gaspillage alimentaire s'élèvent à 50 milliards de dollars par année. Au Québec, environ 45% de la population n'a pas accès à une alimentation de qualité à proximité de son domicile et 420 000 personnes vivent dans un désert alimentaire. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de mettre en place des systèmes alimentaires durables. Un système alimentaire comprend l'ensemble du cycle de vie des aliments. Production, transformation, distribution, transport, consommation et valorisation des déchets. De nombreux acteurs participent à l'opération et à l'encadrement du système alimentaire. Leurs activités sont rendues possibles grâce à des infrastructures réparties sur le territoire. Fermes, marchés publics, épiceries, jardins communautaires et restaurants en sont quelques exemples. Penser systémique, c'est ancrer l'alimentation dans un territoire, maximiser les bénéfices pour la collectivité, associer les savoirs des différents acteurs. Pour établir les bases d'un système alimentaire durable, il est essentiel que les acteurs communiquent entre eux. C'est grâce à ce réseau de collaboration qu'un territoire pourra améliorer l'accès à une alimentation de qualité pour l'ensemble de la population et ainsi devenir un territoire nourricier. Merci toujours d'être là et de nous suivre. Donc, on poursuit cette rencontre avec Vincent Galarneau de Vivre en Ville. Bonjour Vincent, merci vraiment beaucoup d'être avec nous. Oui, vous pouvez ouvrir le micro. Parfait, là on l'a vu dans cette vidéo, l'alimentation c'est des défis, des enjeux, c'est beaucoup de questions sur la façon de construire un système alimentaire durable. Et de penser vraiment avec le territoire, la collectivité, l'ensemble des acteurs pour avoir un système qui soit résilient, qui soit durable, on l'a dit, et qui parvienne à nourrir les gens qui sont autour. Vincent, ces dernières années, vous avez eu l'occasion de collaborer à de nombreux projets de systèmes alimentaires équitables, durables et sains à travers le Québec. Quelles sont les stratégies qui sont développées dans un système alimentaire durable? En fait, qu'est-ce qui le constitue? Eh bien, on a vu un petit peu dans la vidéo là, que tous les acteurs, évidemment, qui participent à la production, à la transformation, à la distribution des aliments sont très importants, mais il y a aussi toute une panoplie d'acteurs périphériques au système alimentaire, mais qui sont en fait tout aussi importants, qu'on pense bien sûr aux organismes d'aide alimentaire, qu'on pense aux centres de recherche, aux écoles de formation, toutes les organisations qui soutiennent les producteurs, puis les citoyens également. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens concernés par le système alimentaire, puis l'idée de cheminer ensemble, de mettre à contribution finalement le savoir de tous et chacun pour justement s'assurer qu'on comble les vides ou finalement les lacunes du système alimentaire, d'un système alimentaire qui, lui, est essentiellement dirigé par le marché. Donc, ça implique justement que tout le monde participe et ça, on a essayé d'établir au fil du temps un certain nombre d'ingrédients à réunir
définir, si on veut, pour en arriver à des territoires qui soient plus nourriciers, c'est-à-dire qui assurent l'accès finalement au plus grand nombre de personnes à une alimentation de qualité. Et il faut réfléchir en ce sens-là à la fois au territoire, hein, bien sûr, avoir des espaces pour produire. Il faut aussi réfléchir en termes d'entreprise, en termes de responsabilité des entreprises, mais aussi de pérennité de ces entreprises-là, qu'elles soient de l'économie sociale ou plus traditionnelle. Bien sûr, au cœur de tout ça, la question de l'accès, elle est centrale, hein, comme on disait, puisque l'idée étant ici de combler un petit peu les lacunes, justement. Quand on parle de désert alimentaire, ce sont des secteurs, justement, où les gens n'ont pas les moyens de se procurer des aliments, mais en même temps, où il y a très peu d'épiceries à distance de marche, par exemple, des domiciles. Donc là, on peut vraiment agir et on pourra y revenir tout à l'heure, mais là-dessus, les municipalités, notamment, ont de beaux leviers. Il faut aussi s'assurer que les mangeurs aient les compétences, bien sûr, les compétences requises pour cuisiner, pour jardiner, pour s'approvisionner, qu'elles aient l'information aussi pour le faire. Et aussi la réduction du gaspillage alimentaire, on en parlera, on en parle beaucoup dans les médias dernièrement, mais on s'entend que c'est au cœur. Il y a seulement en travaillant la question de la réduction du gaspillage, on a moyen d'énormément améliorer l'accès aux aliments. Et puis, au cœur de tout ça, bien sûr, comment on s'organise collectivement pour y arriver. C'est tout la question de la gouvernance alimentaire qui est loin d'être simple, je dois dire. Peut-être sur le gaspillage alimentaire, justement, qu'on évoquait à l'instant, qui est réellement un enjeu majeur dans l'amélioration de nos systèmes alimentaires. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien, il y a du gaspillage alimentaire à tous les maillons de la chaîne, hein. Des fois, on a l'impression que c'est seulement dans le réfrigérateur du consommateur. C'est vrai qu'il s'en perd à cet endroit-là, mais il s'en perd au champ, il s'en perd aussi chez les détaillants, il s'en perd dans le transport. Donc, l'important, c'est justement d'agir, que chacun des acteurs du système se questionne sur comment il peut améliorer comment il peut améliorer finalement ses procédés pour justement qu'il y ait moins de pertes. Et ça peut se faire justement par du glanage au champ. On voit beaucoup d'initiatives en ce sens-là. Comment on peut s'organiser entre cueilleurs, entre propriétaires de terrain et un organisme communautaire, par exemple, pour justement redistribuer les surplus de récolte ou ce qui ne sera pas récolté au champ. On peut évidemment faire on l'a vu beaucoup, hein, des campagnes de promotion d'aliments un peu moins appétissants, mais qui sont tout aussi nourrissants. Donc, on peut vraiment agir. Et aussi la planification, par exemple, des repas à la maison et la planification des cultures au champ. Donc, en réfléchissant un peu plus en amont, puis en collaborant avec d'autres acteurs du système, on peut en arriver à réduire le gaspillage à plusieurs niveaux. On le voit, hein, on le répète, on parle de collaboration. En fait, se parler, c'est vraiment essentiel si on veut avoir justement quelque chose qui est de l'ordre du système et qui fonctionne comme un tout. Travailler ensemble, c'est essentiel et c'est fondamental. Comment on peut mettre en place cette gouvernance qui va permettre d'avancer vers un système alimentaire qui va être plus durable? Eh bien, je pense que la démarche qu'on voit à Lévis, je n'ai pas pu participer à toutes les étapes, mais le suivant de loin est déjà un bel exemple de collaboration. Et puis, je pense qu'il faut graduellement tenter de faire adhérer finalement un nombre différents acteurs à notre démarche. Puis on sait que c'est peut-être moins évident avec certains d'entre eux qui ont déjà, disons, leur façon de faire, etc. Mais en montrant certains résultats collectifs issus de notre démarche, ça peut être une façon d'y arriver. Mais déjà, il faut se donner une vision commune. Et je pense que ce qu'on présente aujourd'hui autour du lancement de la charte est un bel exemple, c'est-à-dire ce sur quoi on s'entend. Des fois, on parle du plus bas dénominateur commun, mais j'oserais dire plutôt les plus hautes aspirations communes. Et ça nous donne une vision vers laquelle tendre. Il faut aussi se donner la capacité d'évaluer un petit peu les résultats de nos actions. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, par exemple, est-ce qu'on mesure justement les retombées des différentes actions? Est-ce qu'on a une façon commune de le faire pour mettre ça en commun? Évidemment, la communication en continu, ça peut paraître lourd, mais on ne peut pas y arriver en se dotant pas aussi d'un langage commun et de moments précis et réguliers pour faire le point sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien dans nos actions. Ça nous prend aussi un porteur, une organisation qui soit suffisamment solide et suffisamment indépendante pour
assurer justement le suivi de cette démarche-là. Puis, évidemment, célébrer aussi nos petites réussites communes, hein, à chaque fois, même si c'est vraiment un tout petit projet, s'assurer de se dire, regardez, ensemble, on a réussi à faire un petit gain parce qu'on ne se le cachera pas. Ce qui était facile à régler est déjà réglé, pas mal. Maintenant, on est rendu comme une couche de plus, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort supplémentaire et ça ne peut pas se faire en appliquant les mêmes recettes qu'auparavant. Il faut faire vraiment un pas de plus, changer nos méthodes de travail et je pense que c'est davantage dans la collaboration que ça se produira. Surtout que des initiatives, il en existe au Québec. Il y a des communautés qui s'organisent pour créer des systèmes alimentaires durables. Est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples? Oui, absolument. Puis c'est ce qui est fascinant, c'est de voir comment les communautés s'organisent à l'échelle ultra-locale, des quartiers à Montréal ou des petits villages comme Chertsey ou Val-David dans les Laurentides, ou il y en a fait plein d'autres. En Gaspésie, il y a un mouvement qui est à la fois régional, qui s'appelle Nourrir notre monde, mais il y a des déclinaisons. Chaque MRC maintenant de la région a adhéré à ce mouvement-là, qui est plus une vision, mais qui commence à s'organiser, à se doter d'une façon justement de suivre le progrès un peu, les progrès réalisés. Donc, et même certains villages aussi, hein, qu'on pense à Val d'Espoir, à Saint-Louis, à d'autres en Gaspésie qui cheminent. Donc, autant que des grandes villes comme Montréal qui ont, au fil du temps, et là, ça s'est fait, je dirais, sur une période de presque 20 ans, à réussir à convaincre la ville de financer un conseil de politique alimentaire qui fédère 35, mais même plus, en fait, au-delà de 250 partenaires, mais il y a des partenaires plus actifs provenant de la santé publique, de l'industrie bioalimentaire, du secteur municipal, pour justement mettre en commun leurs leviers, de quels outils ils disposent, de quelle expertise, de quels moyens financiers pour arriver justement à cheminer ensemble et pas uniquement en vase clos, chacun dans son coin. Donc, bref, on veut briser les silos et ça, on le voit vraiment partout au Québec émerger dans les démarches de villages, de municipalités, d'MRC, nourricières. Donc, moi, ça m'enthousiasme de voir ça. On est rendu peut-être au point où il faudra démontrer un petit peu comment ces démarches-là, justement, offrent une valeur ajoutée un petit peu à ce que font individuellement chaque acteur. Mais moi, j'ai très confiance que si on garde le cap et qu'on s'entraide aussi dans ces différentes démarches-là entre les régions, on va faire des grands progrès. Merci beaucoup pour ces mots pleins d'optimisme et qui nous ouvrent des perspectives. Merci Vincent Galarneau pour cette présentation. Tout de suite, j'aimerais passer la parole à nos autres panélistes et je vais leur demander, chacun à leur tour, en fait, de nous parler d'une piste de solution qu'ils ont à proposer, à laquelle ils participent, qui permettrait d'accroître du côté de la table agroalimentaire, il est rendu trop mûr sur plus de récoltes, bien sûr avec une attention particulière aux citoyens à faible revenu et aux secteurs qui sont isolés géographiquement. Plus précisément, il y a un petit comité de suivi de projet là, qui est composé de quelqu'un de la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie, du Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la table régionale d'économie sociale, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Moisson-Beauce, le regroupement des agents régionaux de la Chaudière-Appalaches et quelqu'un de l'organisme de la soupe au bouton là, dans le secteur Montmagny-Lillet. Le projet régional se veut une façon d'agir en complémentarité avec les actions, les initiatives au niveau local. Donc ça, c'est important de le préciser. La première phase du projet a été réalisée précédemment par la firme Somme et consistait à préciser les besoins pour amorcer les premières étapes. C'est une étude qui a été réalisée afin de documenter les enjeux tant chez les producteurs maraîchers que les autres acteurs en sécurité alimentaire, puis qui ont souligné aussi plusieurs pistes d'action. En réponse à certaines problématiques, la deuxième phase du projet s'est concrétisée par l'embauche d'une chargée de projet dont le projet, la deuxième phase du projet là, avait comme objectif de faciliter le maillage entre les producteurs maraîchers et le milieu, d'accroître l'accessibilité physique et économique
aux aliments, particulièrement dans les milieux défavorisés. De façon plus spécifique, là, au niveau des objectifs, là, il y avait de poursuivre la recherche des meilleures pratiques parce que Vincent l'a nommé tantôt, il y a plusieurs initiatives qui existent. Donc, on essaie de s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs, solliciter aussi et mobiliser les acteurs du milieu, donc assurer une communication adéquate. Tantôt, on a fait allusion à l'importance d'avoir un langage commun. Sinon, des fois, on se rend compte que bien qu'il y ait de la communication entre les différents acteurs, c'est l'importance d'avoir un langage commun est prédominante. Donc, ensuite de ça, il y avait optimisé l'utilisation des ressources déjà disponibles, donc de faire une mise en commun des projets et des ressources, puis d'évaluer aussi peut-être la mise en commun des ressources, des équipements, des infrastructures déjà en place. On vise aussi la pérennité du projet, donc viser éventuellement un autofinancement et définir un système de redistribution. L'échéancier de ce projet-là se concrétise par un plan de mise en œuvre qui va être présenté là, sur lequel on travaille présentement pour la suite du projet. Puis c'est très important pour nous de développer ce projet-là dans un souci de retombées équitables sur l'ensemble de la région, l'ensemble des secteurs, tout en ayant des échanges là, avec tous les milieux là, qui désirent se mailler au projet régional en rejoignant les objectifs mentionnés. Donc, dans le cas de Lévis, c'est un projet qui pourrait venir s'arrimer avec des projets qui sont déjà existants. Il a été nommé là, précédemment le marché populaire de Lévis. C'est un exemple qui me vient en tête rapidement. Mais l'idée, c'est de justement venir s'arrimer avec des projets, des initiatives déjà en place. Parfait, merci beaucoup Louis. On va continuer ce tour de table des initiatives et des pistes de solutions qui contribuent à un système alimentaire équitable, durable et sain avec Christophe Perny, donc chef exécutif et directeur de la restauration Monastère des Augustines et cofondateur de la coopérative de solidarité Le Pré. Merci Christophe de nous présenter à votre tour votre projet. Bonjour à tous. Nous, notre projet, il est parti en 2017. En 2017, on a eu une réflexion avec Cavilla Dubé, que vous avez cité précédemment, qui est une productrice agricole biologique sur Pintendre. Constatation, on est parti de la constatation que les restaurateurs prenaient pas forcément les produits locaux en priorité, d'un manque de facilité, je dirais, d'accessibilité. Donc, partant de cette réflexion, on a proposé un projet à l'UPA Chaudière-Appalaches en faisant participer les membres, je dirais, de l'UPA sur les besoins que les producteurs avaient à s'affilier avec les plus gros volumes au niveau des restaurateurs. Donc, tant au niveau de nous servir, je dirais, plusieurs fois par semaine, tant au niveau de transformer les surplus de production et de les utiliser au lieu d'entraîner un gaspillage. Donc, en 2017, on a créé la coopérative solidaire Le Pré. Quand on a fait les premières livraisons, justement, on a parti le projet en février. On a fait les premières livraisons mi-juillet de la même année. On en est à 3 ans de travail sur cette coopérative avec au départ à peine une dizaine de producteurs et puis 2 ou 3 restaurateurs. On en est à 7-8 restaurateurs pour 35 producteurs. On a même affilié maintenant des éleveurs et des producteurs de transformation laitière, donc dont la ferme Philum qui est avec nous aujourd'hui. Je pense que la coopérative la sensibilisation des restaurateurs aux produits locaux, elle n'est pas naissante. Ça fait longtemps que ça existe et puis que les bons restaurateurs cherchent les bons produits. Donc, on est quand même des amoureux et passionnés du goût. Donc, automatiquement, on va chercher chez nos producteurs les meilleurs produits. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est plus facile d'appeler
un distributeur et de faire notre commande directement de tout multiples produits et de ne pas forcément engager des circuits courts. Ce qui est un peu le problème, c'est qu'on va commander sur Québec, oui, mais des produits Québec qui vont arriver de Montréal ou qui vont arriver d'autre part alors qu'on les a juste sur la rive sud à quelques kilomètres de chez nous. Donc, notre coop a un système de livraison maintenant 2 fois par semaine sur ses membres avec des ramassages dans des points de relais au niveau des fermes. Quelques fermes servent de points de relais. À partir de là, tout est ramassé par un distributeur qui est finalement un distributeur qui a une autre firme, mais qui aussi travaille pour la coopérative Le Pré. Et en livrant les produits d'épicerie classique, ben, il nous livre tout ce qui concerne les ramassages qui se sont faits la veille dans les champs. Donc, on a des produits toujours frais. C'est sûr que cette année, c'est un peu plus problématique parce qu'on est des demi-restaurateurs du fait qu'on a des demi-volumes d'achat. Donc, cette année, on a créé des paniers pour compenser, pour que tout ce qu'on avait fait planter finalement aux producteurs soit quand même consommé par des paniers directement aux particuliers. Donc, c'est une constante remise en question, je dirais, d'une coopérative. C'est ça la beauté d'une coopérative, c'est justement de mettre les forces de chacun au service des autres. Donc, la force des restaurateurs de pouvoir produire et traduire des produits basiques en des plats d'exception et la force des producteurs de nous amener ces produits d'exception qu'on a beaucoup moins besoin de travailler qu'un produit, je dirais, de bas de gamme. Donc, voilà un petit peu l'expectative. On est parti sur dupliquer ce système parce que finalement, le but, c'était pas de créer une coopérative Chaudière-Appalaches, c'était de créer une coopérative qui va servir dans toutes les différentes régions et qui peut se mettre en place pour les restaurateurs et les producteurs dans chaque petit coin de pays. Puis après, essayer de rallier tout ça. Parce que si on pouvait avoir les produits de l'Estrie en direct, ça serait quand même assez génial. Donc, c'est un travail de fond qui va représenter quelques années encore, je pense, devant. Mais on essaye de faire prendre conscience à nos gouvernances l'importance justement des circuits courts, puis de cette responsabilité que c'est sûr que les paniers, c'est des plus petits volumes. Nous, on travaille avec des palettes de légumes. Donc, c'est vrai que ça peut représenter des volumes intéressants. On aimerait ça amener ça de plus en plus vers les écoles. On aimerait ça amener ça de plus en plus vers justement la partie de nos aînés qui sont dans des centres et puis les aider à bien manger. Donc, je dirais que voilà, on participe à tous les projets, puis c'est avec un grand plaisir qu'on se rallie justement à Vincent, à Louis, sur des projets comme ça. Merci beaucoup, Christophe. On continue notre tour de table avec Amélie Landry, conseillère municipale à la ville de Lévis, à Bienville. Amélie, merci beaucoup à votre tour de nous parler de comment la ville ou d'autres initiatives qui sont soutenues par la ville s'inscrivent dans cette dynamique. Parfait. Bien, merci. Très contente d'être présente aujourd'hui. Je prends plein de notes. En fait, j'avale tous les propos et je retiens Vincent quand tu as dit que les municipalités étaient des leviers. Effectivement, je pense qu'on peut servir de levier dans beaucoup de projets. Et je tiens particulièrement à saluer ma collègue Brigitte Duchesneau, qui est aussi conseillère municipale et qui siège à la Commission consultative en développement social et communautaire. Je sais qu'elle est présente. Donc, elle aussi, j'imagine qu'elle a les oreilles grandes ouvertes et elle prend des bonnes notes pour nos travaux de la commission. En fait, je mettrais peut-être le contexte pour dire que dans les dernières années, à la Ville de Lévis, on a fait une démarche où est-ce qu'on s'est muni d'une politique en développement social et communautaire et d'où est découlé le premier plan d'action cette année. Et l'idée, c'est d'avoir un plan d'action pour les 10 prochaines années qui sera revisité annuellement. Dans ce contexte de politique en développement social, en fond, on a, avec les commissaires, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui, qui ont travaillé à cette réflexion-ci, on a sorti comme 5 grands axes dans lesquels on voulait travailler sur notre territoire, soit la mobilité des personnes, l'habitation au milieu de vie, développer des quartiers à échelle humaine, développer le développement et l'épanouissement des personnes et l'action communautaire et la cohésion sociale. Et dans le cadre de développement des quartiers à échelle humaine, vient s'inscrire vraiment là, tout ce qui est plus l'aspect de sécurité alimentaire ou l'alimentation, où est-ce que comme ville, effectivement, on peut mettre en place là, des
des solutions, on peut mettre en place des projets, dans le fond, dans notre communauté pour venir vraiment soutenir nos quartiers, soit on parle de jardins communautaires, dans le fond, pour avoir à proximité que nos gens puissent avoir un accès pour pouvoir faire l'agriculture urbaine. Donc, on parle de jardins communautaires et dans cette même politique-là, on a déjà plusieurs jardins communautaires sur le territoire de la ville de Lévis, mais on vient d'inscrire 3 nouveaux jardins à développer d'ici 2022. Donc, c'est des actions villes auxquelles on croit et auxquelles on tient. Et ça, en partenariat. Donc, j'entendais beaucoup le ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de mots comme qui revient que c'est ensemble, collectivement et tout. Et ça, c'est intéressant puisque le jardin communautaire, ce n'est pas la ville de Lévis, mais c'est bien avec ses partenaires du réseau communautaire, que ce soit les services d'entraide, le filon, plein de partenaires qui font déjà un excellent travail sur le terrain avec la communauté. Donc, on est vraiment là un partenaire et on a de belles collaborations pour nos jardins communautaires. Cela étant dit, nos jardins communautaires, vous savez qu'on a aussi un rêve sur lequel on travaille. On a eu un petit ralentissement avec la COVID, mais on est en discussion avec le fédéral et la SIC, la Société immobilière canadienne, pour pouvoir, on aimerait bien se faire céder la ferme Chapet, vous savez, ce magnifique territoire, donc de 200 lopins de terre, et pour y faire le plus grand jardin communautaire du Québec en milieu urbain et y insérer un marché public saisonnier avec nos producteurs locaux et avec les consommateurs pour créer vraiment une synergie. Donc, ça serait une première sur le territoire. On serait bien fiers de le porter et on y croit et on y travaille là, pour avoir dans les semaines et mois à venir là, des développements à ce sujet. Aussi, quand on parle dans nos vieux quartiers, les PPU, quand on parle nos programmes particuliers d'urbanisme, on parle beaucoup de revenir avec des commerces de proximité. Donc, on est conscient avec la cartographie, entre autres, qui a été faite, qu'il y a des déserts alimentaires, qu'il y a des secteurs qui sont peut-être plus ciblés, où on doit travailler puis mettre d'emphase d'énergie, dans le fond, pour ramener nos quartiers, nos commerces de quartier, dans le fond, dans certains quartiers. Donc, à ce moment-là, les commerces, est-ce que c'est parfois d'être un facilitateur là, au niveau du zonage pour permettre que le commerçant s'installe, l'aider peut-être dans sa relocalisation. Donc, on est quand même soucieux de tout ça. Je dirais aussi, vous avez vu cet été, dans le contexte de la COVID, entre autres, cet été, je parcours Lévis, qui était aussi une initiative avec le développement économique de Lévis sur meilleur ici, meilleur à Lévis. C'est pas que c'est pour meilleur ailleurs, mais ce qu'on voulait, c'est de faire une campagne de sensibilisation pour l'achat local et ce qui a permis de recenser sur le territoire, dans le fond, par catégorie de commerçants et sur notre territoire, de faire une application, dans le fond, où les gens peuvent aller voir. Il y a au-dessus de 1000 commerçants qui sont inscrits dans cette application mobile-là, où est-ce que les gens disent, OK, au niveau de l'alimentation, dans mon quartier, il y a eu des circuits de quartier pour faire connaître aux gens de façon locale et vraiment que ça soit un incitatif de consommer et faire de l'achat local. Là, j'en lance plein comme ça, mais dans le fond, il y a plein d'initiatives. J'entendais tantôt parler, je crois que c'est Vincent qui avait eu la question sur le zéro déchet. À Lévis, il y a beaucoup d'initiatives aussi sur le zéro déchet. Même ce soir et la semaine prochaine, il y a une conférence, entre autres, sur comment l'appliquer dans cette période de fin de récolte où est-ce que nos jardins, c'est le temps de faire de la conserve, c'est le temps de faire de la congélation, de la déshydratation, peu importe. Donc, on offre une série, là, il y a des conférences, une ce soir, la semaine prochaine, c'est sur inscription, mais ça pour dire qu'on a quand même le zéro déchet, plusieurs initiatives depuis quelques années d'instaurer. Fait que ce sont tous des initiatives, je dirais, pour soit souvent venir soutenir nos organismes locaux sur le territoire ou des initiatives aussi pour peut-être venir juste faire de la promotion, de la sensibilisation. Puis je pense qu'effectivement, on peut être un levier intéressant à cet égard-là comme ville. Merci beaucoup, Amélie. Merci à tous les trois de nous avoir présenté ces initiatives inspirantes. Je suis certaine que pendant que vous les avez mis en place ou soutenus ou accompagnés ou imaginés, vous avez chacun fait face avec vos partenaires, tous les gens qui ont participé à ces initiatives, à de nombreux défis que ça a demandé, on l'a dit, là, le mot « ensemble » revient beaucoup, que ça a demandé beaucoup de collaboration entre organismes, entre entreprises, avec des bénévoles. Comment, en fait, cette collaboration a été facilitante dans vos initiatives? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup savoir. Et aussi, est-ce que vous pourriez chacun nous expliquer si d'autres acteurs ou des gens de la communauté sont interpellés par ce dont vous nous parlez et se disent «
moi aussi, j'aimerais participer à cette dynamique, peut-être nous expliquer aussi comment ils peuvent le faire. Donc, on va reprendre notre tour de table avec Louis. Merci beaucoup de poursuivre sur cette initiative en nous parlant de ces défis de la collaboration et puis de la participation possible de la communauté. Bien, en lien avec le projet, puis ça peut aussi s'appliquer, le projet régional en sécurité alimentaire, ça peut s'appliquer à d'autres aussi. On sentait qu'il y avait que la réduction du gaspillage là, chez les producteurs avec qui on a communiqué était très présente, mais souvent, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il y avait pour certains, il y avait de la difficulté à trouver ou ne connaissaient pas des débouchés à ces surplus de production-là. Donc, c'est sûr et certain qu'un élément facilitant pour rejoindre, entre autres, les producteurs, ça a été une collaboration avec la Fédération de l'UPA, Chaudière-Appalaches, avec qui on a quand même, c'est un partenaire très proche là, de la table agroalimentaire. Donc, c'est sûr et certain que ça, c'est venu aider. Ensuite de ça, les autres enjeux, ben là, pour ce qui est des autres, là, je sais qu'il y a une tournée là, des différents territoires, là, MRC/Ville de Lévis, qui est organisée par la chargée de projet pour venir expliquer ben, c'est quoi le projet, puis de venir recenser aussi ben, les différentes initiatives, puis avec quelles initiatives on serait capable de s'arrimer. Donc, tout au niveau de l'arrimage, je pense que c'est important. Souvent, on veut aller peut-être vite, on veut que on propose des solutions sans nécessairement prendre le temps de voir et d'évaluer qu'est-ce qui se fait déjà. Donc, ça prend quand même un certain temps. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, la chargée de projet qui est embauchée là, dans le cadre du projet régional de sécurité alimentaire travaille à cet effet-là. Si je peux vous partager là, des enjeux auxquels on est confronté là, présentement dans le projet, il y a tout l'aspect de la cueillette des surplus de production. Donc, ça, c'est un enjeu sur lequel on s'attarde, voire à trouver des solutions. Il y a le volet du transport et de l'entreposage. Donc, ça, c'est des volets qui, pour nous, vont devoir, on va se creuser la tête pour trouver des solutions à tout ça. Puis ensuite de ça, c'est le maillage entre les différents intervenants. Ça demeure essentiel pour tout le monde, mais ça demeure un défi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Donc, l'idée, c'est de s'assurer d'essayer d'en rejoindre le plus possible et de ne pas nous oublier. Donc, je vous dirais que pour l'instant, c'est à peu près là, les enjeux, les solutions sur lesquelles on travaille de notre côté. Parfait, merci beaucoup, Louis. On va continuer ce tour de table avec Christophe qui va nous parler maintenant de la même façon à des défis, des enjeux, de la collaboration et de la participation à ce projet. C'est sûr que le premier sujet dans une coopérative, c'est la coopération. Donc, on arrive déjà, ça c'est le premier défi, c'est qu'on a à la tête de cette coopérative, tous les membres sont des chefs d'entreprise. Donc, automatiquement, voient leur entreprise. Donc, ce qui est fondamental, mais on essaye de leur inciter un esprit coopératif en disant attention, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui peut ne pas se passer demain et à partir de là, si on veut pérenniser et stabiliser des prix et stabiliser une offre, il faut que chacun y participe. Donc, restaurateurs comme producteurs doivent faire des efforts, je dirais, sur un esprit un peu plus communautaire plutôt qu'un esprit individualiste. Donc, ça, c'est un petit peu le premier défi. Les autres défis, c'est développer, c'est rendre pérenne une entreprise, un modèle d'entreprise, avoir une certaine solvabilité par rapport aux organismes, de voir que ça fait 3 ans qu'on fonctionne, donc on trouve des solutions quand il faut en trouver. C'est sûr que le Covid aurait peut-être pu arriver à bout de la coopérative, puis elle n'arrivera pas à bout. On a trouvé plein d'autres solutions. Donc, c'est vraiment ensemble
trouver et développer un maximum sur les autres régions, puis en parler. Plus on en parle et plus, je dirais, les organismes et les régions vont être sensibilisés à des mouvements, justement. On pense que toujours développer, vendre des gros volumes, oui, mais à côté de chez nous, on a des restaurateurs qui peuvent en utiliser des volumes. Et on peut créer ensemble de garder des stocks justement sur l'hiver. L'hiver est aussi un grand défi pour nous parce qu'il dure quand même assez longtemps au Québec. Donc, à partir de là, on n'a pas trop de légumes. Donc, si on veut se fournir en local, il faut des entreposages, comme dit Louis. Il faut des entreposages. Il faut qu'on puisse entreposer nos surplus de production et puis pouvoir, nous, les utiliser toute la période d'hiver. Je vous dirais qu'il y a 2 mois d'arrêt réellement. Si, avec l'entreposage, on arrive à aller à peu près jusqu'en mai, à fin avril, début mai. Puis, mai et juin sont 2, il n'y a pas de nouvelle production. Donc, c'est là qu'un petit peu l'offre s'arrête et reprendre des mauvaises habitudes aux restaurateurs d'aller se fournir un peu plus loin. Donc, c'est un petit peu tout ça, les principaux défis. C'est éduquer aussi nos enfants à se dire voilà ce que tu manges, éduquer nos clients pour leur dire voilà ce que tu manges, d'où ça vient, quelle est la ferme qui participe à ça, qui c'est qui a réalisé ce produit, mettre une histoire, mais mettre aussi nous, restaurateurs, moi je suis plus restaurateur santé, mais mettre non seulement une histoire, mais un apport de voilà, ça n'a pas voyagé, ça a été cueilli la veille, voilà ce que ça t'amène en vitamines puis en nutriments. Voilà l'avantage de manger, vaut mieux que tu manges moins de légumes importés et beaucoup plus de légumes locaux. Ça va t'amener beaucoup plus de fibres et de vitamines. Donc, ça, c'est l'éducation. L'éducation, ça passe par nos enfants, ça passe par les clients, ça passe aussi par nos équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler comme ça. Et puis soutenir. Soutenir, pourquoi? Parce qu'on veut aider nos producteurs. On veut leur pérenniser des commandes, on veut que ça soit stable, on veut aussi les aider quand il y a des coups durs. Essentiellement, c'est vrai que la coopérative Le Pré représente des petites fermes, donc inciter les petites fermes à se rallier à notre système pour pouvoir avoir de plus en plus de membres et puis une offre de plus en plus diversifiée. C'est sûr que quand tout le monde a du kale, tout le monde a du kale, mais on n'en consomme pas plus dans nos restaurants. Donc, à diversifier un maximum les plantations pour avoir des annualisations de produits et de la diversité de produits. Donc, ça, c'est un peu les défis de la coopérative Le Pré, mais on tient bien. Et la diversification qui est très, très importante. On le sait qu'une ferme diversifiée en cas de coup dur ou même d'intempéries, de toutes les aléas qu'il peut y avoir dans ses productions, va résister vraiment beaucoup mieux et être beaucoup moins fragile. S'il se passe une petite catastrophe, là, en étant une ferme diversifiée, il y aura beaucoup moins de pertes de production que dans une production qui est unique. Là, donc. Oui, tout à fait. Puis on a de toute façon, on a créé un système aussi pour que finalement les producteurs, ça c'est en collaboration avec le MAPAC, on a fait vraiment un système d'informatisation de leur disponibilité de produits qui se rend directement sur les cellulaires des restaurateurs pour le rendre encore plus facile. Donc, c'est vrai que plus on aura de membres qui vont se diversifier, même en petite quantité, nous, ça nous intéresse parce que les restaurateurs, finalement, cherchent à avoir des produits exceptionnels. Chacun de nous cherche à avoir des produits exceptionnels. Donc, à partir de là, pouvoir faire une commande en un clic sur notre cellulaire, c'était le produit informatique qu'il nous fallait pour rallier ces petites fermes qui n'ont pas les moyens finalement financiers d'investir dans des grosses structures informatiques. Donc là, on les soutient par ça. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, c'est pas que les producteurs qui en profitent, c'est les consommateurs. Ça fait toute la différence au goût. Les produits qui ne sont pas passés par plusieurs semaines de frigo, là, c'est quand même pas la même chose. On se le dit. On va continuer ce tour de table et même le clore, en fait, avec Amélie qui va à son tour nous parler des défis et des enjeux autour de la construction de ces systèmes.
Oui. En fait, je dirais le premier défi, c'est que comme municipalité, on peut être un levier, mais on est aussi limité parce que c'est pas une compétence nécessairement municipale là, au niveau de l'alimentation. Mais par contre, on peut, oui, devenir un levier, un facilitateur. Fait que je pense que le défi, c'est vraiment de trouver juste notre place, juste pour accompagner les gens, les groupes, les organismes, les groupes citoyens qui ont des initiatives. Fait que je pense que ça, oui, on peut jouer un rôle à ce moment-là comme facilitateur, comme soutien et de continuer à soutenir nos organismes ou nos organisations ou les mouvements, dans le fond, là, qui travaillent en ce sens que là, oui, on peut être présent. Je pense que ça peut être aussi on a un défi, mais on peut se donner le défi d'être un interlocuteur, des fois à un autre niveau. Des fois, on a la possibilité d'intervenir à d'autres paliers gouvernementaux et parler pour notre communauté. Fait que je pense qu'on peut jouer ce rôle-là, qu'on peut prendre cette place-là aussi. Puis ça, je pense que c'est pour tous. C'est pas juste pour la ville de Lévis, mais c'est pour toutes les communautés, les autres municipalités et villes, et on se doit de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation, d'information et d'éducation qu'on peut se permettre de faire et de soutenir à notre population. Parce il y a des belles initiatives, mais des fois, elles sont méconnues de certains citoyens. Donc, si on peut aider au moins à publiciser, à informer, à accompagner les groupes, là, à se faire connaître, je pense qu'à ce moment-là, oui, effectivement, on peut jouer un rôle. Mais c'est sûr que c'est un défi. C'est un défi constant parce qu'il faut maintenir nos relations, nos liens. Des fois, nos liens sont avec des individus et si l'individu quitte l'organisation, on reconstruit un lien. Fait que c'est comment maintenir ces liens-là et s'assurer là, que ça devienne pérenne dans le temps. Fait que ça, c'est très important, je pense, quand on parle beaucoup de ensemble, tous ensemble, mais ça, oui, il faut maintenir des liens. Et pour ce faire, je pense que aussi la Ville a toujours bien soutenu ses organismes communautaires et continuera à le faire parce que c'est ce qui fait vivre la communauté de nos organismes. Les organismes n'étaient pas là, c'est pas la Ville en soi qui pourrait faire toutes les belles choses qui se passent sur notre territoire et qui pourrait en faire profiter autant à nos citoyens. Fait que je pense que le soutien de nos organismes, c'est très essentiel. Et donc, le soutien par la bande à l'action bénévole parce qu'on sait qu'on a besoin de bénévoles pour s'impliquer dans nos mouvements, dans notre communauté. Fait que je pense que c'est là que nous, on peut jouer un rôle, mais ça reste un rôle quand même limité, puis en même temps un défi de toujours maintenir là, nos liens avec nos organisations de la communauté et avec les individus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Aude, là. Je me suis... J'ai vu, en plus, j'ai vu Vincent faire du pouce sur ce qu'Amélie disait pendant qu'elle parlait. Ça fait plaisir à voir. On a hâte de voir toutes ces belles collaborations, ces discussions, ces projets naître. On sera ravis d'en parler dans le journal quand ils seront annoncés et qu'ils verront le jour. Nous, on est à l'affût de tout ce qui se passe. On va le rester. Vraiment, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir présenté ces belles initiatives qui montrent qu'en matière de système alimentaire, des actions concrètes se produisent déjà. Donc, merci à Louis Durand, Christophe Perny et Amélie Landry d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé leur expérience. Pour aller plus loin, il ne manque plus qu'une étape, c'est unir toutes ces démarches et créer un mouvement collectif. C'est bien l'idée derrière la charte d'aliments pour tous, de rassembler, travailler ensemble. Un petit mot, en quelques mots, la possibilité à chacun de nos invités d'aujourd'hui de clore. Et puis ensuite, on se quittera. On peut commencer avec Vincent qui avait entamé avec la vidéo. Aviez-vous un mot de la fin? Oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir, mais très succinctement, je pense que la question d'autonomie alimentaire qui est sur toutes les lèvres, le politique en parle beaucoup de ce temps-ci, puis on se pose tous la question. Je pense que c'est important de se rappeler que l'autonomie alimentaire, en tout cas dans ma vision des choses, ce n'est pas non plus l'indépendance ou l'autosuffisance totale. Ça commence par reconnaître nos liens de dépendance et de voir comment, à travers un réseau d'interdépendance, on peut arriver à accroître notre autonomie alimentaire. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'à Lévis, il y a quand même pas mal d'ingrédients pour y arriver. Je l'en mentionnais tout à l'heure, mais il y a quand même une masse critique de mangeurs qui peut supporter beaucoup d'entreprises et de démarches. Vous avez un territoire très productif aussi dans les meilleurs zonages climatiques dans la région de Québec avec des très bons sols. Vous avez des organismes communautaires qui travaillent très fort, qui ont besoin de soutien aussi, justement pour permettre l'accès à tous et en particulier aux plus vulnérables. On mentionnait une campagne d'achat local au niveau du développement économique et en collaboration avec la ville, les initiatives zéro déchet au niveau du gaspillage. Bon, il y a encore du travail à
faire, mais il y a des amorces en ce sens-là. La politique de développement social aussi de la ville de Lévis est aussi une belle assise qui favorise, donc bref, qui est un contexte favorable, en plus des politiques plus nationales qui sont plus que jamais supportantes en ce niveau-là. Je terminerai simplement en disant que si on peut, Éric a mentionné que c'était peut-être parfois un peu utopique, mais l'utopie, ça sert à ça aussi, à avancer, à croire, à aller vers l'avant et à le faire tous ensemble. Donc, continuons à être utopique et concret à la fois et je pense qu'on va se rendre loin. Merci beaucoup, Vincent. On continue ce mot de la fin avec Louis. Je vais aller dans le même sens que Vincent. Je pense que les ingrédients sont là, sont présents pour justement favoriser un système alimentaire équitable et durable. Il faut continuer de se parler, de travailler ensemble et de s'assurer que tout le monde qu'on ait une vision commune. Donc, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Christophe? Un petit mot de la fin, je dirais un grand merci à tous. Un grand merci de tous vos projets qui illuminent nos vies de restaurateurs, qui montrent que l'agriculture locale et puis les producteurs sont au centre des préoccupations et de la distribution et d'encourager nos jeunes au maximum à faire de même et puis dans leur futur métier. Nous, on s'attelle à le faire. Mais je pense et je reste persuadé qu'en milieu scolaire, il faut aussi intervenir. C'est bien que les adultes en prennent conscience, mais il faut aussi que nos jeunes têtes blondes participent et puis participent à leur échelle, participent à leur capacité, mais qui prennent l'habitude de se fournir en local pour avoir une meilleure pérennité de tout ce qu'on met en place. Voilà, ce sera un peu mon mot de la fin. Parfait, c'est entendu. On en prend bonne note. Merci, Christophe. Amélie? Comme mot de la fin, en fait, je vous remercie tous. C'est fort intéressant. Je pense qu'on c'est ensemble, collectivement, qu'on sort des bonnes idées puis qu'on construit. C'est sûr que moi, j'apporte au conseil municipal, mes confrères, mes consoeurs, le plaisir de signer la charte et bien sûr à mon maire pour que M. Lehoulier puisse la signer également. Donc, je me fais porteuse de ce dossier avec plaisir et vous pourrez toujours compter sur ma collaboration et celle de la Ville là, dans toutes les initiatives ou projets. Là. Je suis convaincue que mes collègues qui ne sont pas présents seront quand même d'avis, sinon je serai celle qui pourra tenter de les convaincre. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui ont été là, qui ont partagé ce moment de réflexion avec nous, qui ont été à l'écoute, qui ont participé. Merci de vous être connectés et de vous être intéressés à ce sujet. On espère vraiment que vous allez aller lire et signer la charte sur alimentspourtous.org. Merci à nos invités, merci pour votre générosité, votre temps, vos partages, votre expérience. C'est toujours très, très précieux de vous entendre et d'apprendre de vous. Merci beaucoup, Éric. Merci pour à la CDC, à tous les organismes partenaires. Merci pour l'organisation. Merci de m'avoir fait confiance aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir, un honneur pour moi d'être avec vous. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment. Et puis aussi, en plus de signer la charte, je voulais vous rappeler que vous êtes également invité à vous inscrire au comité du projet d'agriculture éco-urbaine, toujours sur le site web d'Aliments pour tous, et que c'est un comité qui va se mettre en action dès cet automne. Donc, un gros merci à tous.